Ce récit s'intitule « Je suis millionnaire et mon amie d'enfance a exigé que je lui offre une maison comme cadeau de mariage, mais quand j'ai refusé, elle m'a expulsé devant tout le monde. » Mais avant de commencer, dites-nous en commentaire d'où vous écoutez cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner et bonne écoute. Notre amitié a commencé de façon toute simple. J'avais 7 ans quand nous avons emménagé dans la rue où vivait Bianca. J'étais une enfant plutôt réservée, toujours plongée dans un livre ou en train d'observer le monde depuis la fenêtre du salon. Ma mère disait que j'étais trop mature pour mon âge, mais en vérité, j'étais juste seule. Et c'est Bianca qui m'a sortie de ma coquille. Un jour, elle est apparue à ma porte, avec une sucette à la main et un immense sourire, en disant que tous les enfants du quartier allaient jouer à cache-cache, et que je n'avais pas le droit de manquer ça. À partir de ce jour-là, elle est devenue une partie de ma vie, comme si elle avait toujours été là. On a grandi ensemble, en partageant nos secrets, nos carnets, nos rêves et bien sûr, toutes les frustrations que l'adolescence apporte. Bianca était toujours celle qui attirait l'attention, celle qui parlait fort, qui savait se faire aimer. C'était elle qui lançait les conversations, qui inventait les jeux, qui me poussait à faire des choses que je n'aurais jamais osé faire toute seule. Et moi? J'étais l'écoutante. L'observatrice. Celle qui gardait tout pour elle, qui offrait une épaule quand Bianca pleurait à cause d'un garçon ou d'une mauvaise note. Elle avait cette manière intense d'exister, comme si le monde entier devait tourner autour d'elle. Et peut-être qu'il tournait un peu, oui. Bianca était belle d'une façon qui captait les regards, et elle avait un charme naturel qui faisait craquer n'importe quel adulte. Je me souviens de la voir convaincre les professeurs de lui donner une seconde chance aux examens, ou d'amadouer les agents de sécurité du centre commercial pour qu'ils nous laissent entrer dans des films interdits aux moins de 18 ans. Elle manipulait avec douceur, presque sans qu'on s'en rende compte. Et moi, je regardais, fascinée, mais avec ce petit pincement dans le cœur. Comme si, malgré notre complicité, j'étais toujours un cran en dessous. Pourtant, je n'ai jamais remis notre amitié en question. Elle me donnait ce dont j'avais le plus besoin, une présence. Et moi, je lui donnais ce qu'elle semblait chercher, la loyauté. On grandissait en se promettant qu'on ne se perdrait jamais de vue, qu'on serait les demoiselles d'honneur l'une de l'autre, que nos enfants seraient meilleurs amis. Elle me disait que j'étais la seule à vraiment la comprendre, et je la croyais. Au fond de moi, je me raccrochais à l'idée que Bianca avait besoin de moi. Qu'il y avait, derrière sa force apparente, une personne fragile. Mais aujourd'hui, je vois clair, j'étais juste utile. Et être utile, ce n'est pas être aimé. Au lycée, nos chemins ont commencé à se séparer. J'ai décroché des bourses, je me suis plongée dans les études, avec ce rêve encore flou de changer ma vie. Bianca, elle était ailleurs. Elle voulait faire la fête, sortir avec des garçons, percer sur les réseaux sociaux. Elle disait que les études, c'était important, mais que je me prenais trop la tête. Détends-toi, me disait-elle avec ce sourire léger. Le destin finira par s'occuper de nous. Et moi, je la croyais. Même quand elle a commencé à sortir avec des garçons qui me regardaient de haut. Même quand elle m'a laissé de côté pour fréquenter des groupes plus cool. Même quand elle me faisait sentir invisible. Elle revenait toujours. Elle s'excusait, me disait que j'étais spéciale. Et je lui pardonnais. Parce que pour moi, Bianca était comme une sœur. Après le lycée, le lien s'est effacé tout doucement. J'ai intégré une université publique dans une autre région, avec une bourse complète, et je suis partie avec une valise et une montagne de doutes. Bianca est restée. Elle disait qu'elle allait trouver quelque chose à faire. Elle a tenté le maquillage, puis s'est lancée dans les réseaux sociaux. Elle commençait plein de choses mais ne finissait rien. Et pourtant, elle restait convaincue qu'un jour, ça allait marcher. Pendant mes années d'université, on se parlait moins. Mais elle m'envoyait toujours des messages pour me dire qu'elle pensait à moi, qu'elle était fière. À chaque retour chez moi, on allait prendre un café. Elle m'accueillait avec des étoiles dans les yeux, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Pendant que je vivais dans des colocations, que je mangeais des nouilles instantanées et que je révisais jusqu'à l'aube, Bianca était toujours dans la même maison, avec les mêmes amis, à parler des mêmes choses.
Quand j'ai obtenu mon diplôme et lancé ma première start-up, une plateforme éducative qui a cartonné 2 ans plus tard, elle a été l'une des premières à me féliciter. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Et je l'ai cru. Bien sûr que je l'ai cru. Quand j'ai commencé à vraiment bien gagner ma vie, notre relation a changé. Elle faisait des blagues du genre « Madame la riche, c'est toi qui invites, hein, tu pourrais nous payer un voyage en Europe maintenant. » Je riais. Je pensais que c'était pour rire. Mais petit à petit, ces phrases me pesaient. Il y avait quelque chose en dessous que je n'arrivais pas à définir. De la jalousie? Du ressentiment? Ou juste une vision complètement fausse de ce que c'est, avoir de l'argent? Elle disait, pour toi, c'est rien. Et peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que je m'en fichais de payer le dîner. Mais c'était le ton qui me dérangeait. Cette impression que je devais quelque chose. Comme si je devais compenser le fait que j'avais réussi. Et pourtant, quand elle m'a annoncé qu'elle allait se marier avec un gars qu'elle connaissait depuis moins d'1 an, rencontré sur une appli, j'ai été la première à sauter de joie. Elle était rayonnante. Elle m'a dit qu'elle voulait que je sois sa témoin. Que sans moi, rien n'aurait de sens. Et j'ai accepté, évidemment. Je pensais qu'on se retrouvait enfin. Que cette fois, notre amitié allait renaître, plus mature, plus sincère. Mais c'est à ce moment-là que tout a commencé à s'effondrer. Et cette partie, je la raconterai dans le prochain chapitre. Les préparatifs du mariage ressemblaient à une comédie romantique de bas étage. Bianca était excitée comme une enfant, partageant des idées de décoration, des modèles de robes, des playlists, des séances photos, comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Et quelque part, c'était probablement vrai. Mais au fond de son enthousiasme, il y avait quelque chose d'étrange. Comme si, au lieu de vivre un rêve, elle essayait de prouver quelque chose. Peut-être aux autres. Peut-être à elle-même. Elle m'a demandé officiellement d'être sa témoin lors d'un dîner rien que nous deux. C'était dans un restaurant que j'avais choisi et payé, comme toujours. Elle a levé sa coupe de champagne et m'a dit que j'étais la seule amie véritable qui lui restait et qu'elle ne pouvait pas commencer cette nouvelle étape de sa vie sans moi à ses côtés à l'hôtel. À ce moment-là, j'ai souri. J'étais sincèrement touchée. Malgré la distance, les tensions silencieuses, les petits malaises accumulés au fil des ans, une partie de moi voulait encore croire que la Bianca qui m'appelait sœur était toujours là. J'ai accepté sans hésiter. Quelques semaines plus tard, elle m'a invitée à déjeuner chez ses parents. C'était la première fois que j'allais rencontrer son fiancé, Rodrigo. Il avait une personnalité chaleureuse, bavard, sociable, peut-être même un peu trop. Dès mon arrivée, j'ai senti qu'il m'observait. Pas de manière déplacée, non. Mais avec une curiosité concentrée, presque analytique. Comme s'il essayait de deviner qui j'étais vraiment. Au début, la conversation tournait autour des banalités, comment ils s'étaient rencontrés, leurs habitudes de couple, les plans pour la lune de miel. Mais peu à peu, le ton a changé. Et toi? Comment t'es-tu lancé dans le monde des startups? M'a-t-il demandé en faisant tourner son verre de vin entre ses doigts. Bianca m'a dit que tu étais devenu millionnaire, comme ça, du jour au lendemain. J'ai ri doucement, essayant de cacher à quel point je détestais cette expression. Du jour au lendemain, comme si les nuits blanches, le stress, les risques et le travail acharné ne comptaient pour rien. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, ai-je répondu calmement. J'ai beaucoup étudié, obtenu une bourse dans une autre région, travaillé pendant mes études. Ensuite, j'ai lancé un projet éducatif destiné aux écoles publiques, axé sur l'accessibilité. Ça a commencé petit, puis un investisseur a cru en moi, on a formé des partenariats, et ça a explosé. Aujourd'hui, on accompagne plus de 100 000 élèves. Rodrigo semblait réellement intéressé. Il a commencé à poser des questions plus techniques, le modèle économique, la croissance possible, les perspectives à l'international. C'était le genre de conversation que j'aimais avoir, surtout parce que presque personne dans mon entourage d'avant ne s'y intéressait. Mais pendant que je parlais, je voyais Bianca s'éteindre lentement. Au début, elle essayait de faire bonne figure. Quelques sourires forcés, un ou deux, c'est génial, mais très vite, son agacement est devenu évident.
Elle agitait nerveusement sa jambe sous la table, jetait des coups d'œil à son téléphone, interrompait parfois avec des commentaires complètement hors sujet. Elle bosse trop, tu trouves pas? Va-t-elle lâcher sur un ton faussement léger. Moi, me lever tôt tous les jours, créer une boîte, je tiendrai pas une semaine. Rodrigo a ri, mais sans répondre. Il m'a regardé, attentif. Et je savais qu'il avait remarqué le malaise aussi. Puis, au moment du dessert, il a lancé. Franchement, je trouve ton parcours incroyable. Tu as tout construit toute seule. C'est rare. Il y a tellement de gens qui naissent avec des privilèges et qui ne font rien, et toi, c'est du vrai mérite. La remarque, bien qu'innocente, a été la goutte de trop pour Bianca. Elle arrive, ce rire sec, sans chaleur. Oui, il y a des gens qui sont nés sous une bonne étoile. J'ai toujours dit ça d'elle, dit-elle en me tapotant l'épaule. Elle est née pour réussir. Moi, j'essaie juste de payer le traiteur du mariage. Et encore, mon futur mari n'est même pas riche. Elle a essayé de faire passer ça pour une blague, mais l'amertume était palpable. Rodrigo a tenté de détendre l'atmosphère, mais il était clair que quelque chose s'était brisé. Sur le chemin du retour, une boule me tordait l'estomac. Pendant des années, j'avais voulu croire que mon succès ne changerait rien entre nous. Que Bianca était vraiment fière de moi. Mais ce déjeuner, c'était comme si, pendant une seconde, le masque était tombé. Et ce que j'ai vu dans ses yeux, c'était clair. De la jalousie. Et peut-être, un soupçon de rancœur. Pas à cause de Rodrigo. Mais à cause de ce que je suis devenue. Ce que je ne savais pas encore. C'est tout ce qui allait suivre. Les mois précédant le mariage ont été, disons-le franchement, une épreuve. Chaque semaine apportait son lot de nouvelles idées extravagantes, de petits drames et d'exigences de plus en plus absurdes. Bianca s'était plongée dans son rôle de future mariée comme si elle était la star d'un reality show. Et moi, malgré tous mes efforts pour rester positive, je commençais à me sentir comme une figurante épuisée dans un film où je n'avais même pas choisi de jouer. Dès que les fiançailles ont été officialisées, elle a créé un groupe WhatsApp intitulé « Team de la mariée avec voilà nos cœurs scintillants », où elle a ajouté toutes les demoiselles d'honneur, y compris moi. Rien que la description « Zéro excuse », que de l'amour pour le rêve de Bibi de cœur m'a donné envie de fuir. Et comme prévu, les fichiers n'ont pas tardé à arriver. 3 documents Google. 3 sources d'irritation pure. Le premier ? Une liste de tâches de soutien, une devait porter la traîne, une autre vérifier le maquillage de Bianca toutes les 30 minutes, une autre encore devait filmer les moments d'émotion en coulisses avec son propre téléphone. Le deuxième document ? Le planning complet de l'enterrement de vie de jeune fille à Busio. Chacune devait payer ses billets, son hébergement, participer au financement du gâteau personnalisé, prix 1300 $, et contribuer à la surprise flottante pour le brunch du lendemain. Oui, une surprise qu'on devait elle-même organiser. Et financer. Mais le troisième ? C'était la cerise sur le gâteau, la liste de mariage. Et ce n'était pas une simple liste de cadeaux. C'était un catalogue de luxe. Un plan de financement d'une nouvelle vie, version sponsorisée. Réfrigérateur 5 portes. Canapé 12 places. Tapis persan authentique. Friteuse à air intelligente à commande vocale. Lit sur mesure. Téléviseur de 85 pouces. Aspirateur robot connecté. Pas un seul objet à moins de 2 000 $. Certains dépassaient les 5 000. Une vaisselle française à 4 800 $. Une cave à vin murale. Une des filles a tenté de plaisanter. Et les cuillères normales, elles sont où ? Larmes de joie. Bianca a répondu, tout sourire. Les filles, vous savez bien qu'on a déjà l'essentiel. Cette liste est pour celles qui veulent vraiment investir dans notre avenir. Cœur rouge si vous ne pouvez pas, donnez ce que le cœur vous dit. Trace de baiser étincelle. Ce ton. Ce sourire. Cette pression déguisée en bienveillance. Et je savais exactement à qui elle s'adressait. Elle ne me l'avait pas demandé directement, mais c'était évident. L'amie riche. Celle qui peut. Celle qui n'a aucune raison de dire non. Elle attendait que je choisisse le cadeau le plus cher. Que je me distingue.
Que je confirme le rôle qu'elle m'avait assigné depuis toujours, celle qui donne. Mais cette fois, ce serait non. Je lui ai écrit en privé. Bianca, j'ai regardé la liste, et honnêtement, je ne me sens pas à l'aise avec ces prix. Je suis là pour célébrer avec vous, pas pour meubler votre maison. J'espère que tu comprends. Elle a mis quelques minutes à répondre. Puis le message est tombé, sec, bien enveloppé dans un ton mielleux. Waouh, je ne m'attendais pas à ça de ta part. Je pensais que toi, justement, tu serais au-dessus de ces détails. Mais bon, chacun donne ce qu'il veut. Et ce qu'il peut. Ce qu'il veut. Ce qu'il peut. Un coup de couteau dans un gant de soie. Les jours suivants, l'ambiance dans le groupe a changé. Des messages plus froids. Des remarques à demi-mot. Une des filles a demandé, l'air de rien, si tout le monde participait à la cagnotte pour la clim dans la suite nuptiale. J'ai préféré ne pas répondre. Je me suis mise en retrait. J'étais passée du rôle d'amie, à celui de compte bancaire ambulant. La semaine du mariage, j'ai failli tout annuler. Mais quelque chose, la loyauté, la fierté, ou peut-être juste l'envie de ne pas lui donner ce plaisir m'a retenue. J'ai décidé de rester. De faire mon devoir. De montrer que, moi, je n'avais jamais abandonné notre amitié. Même quand elle me traitait comme une option. Le grand jour est arrivé. La cérémonie avait lieu dans une propriété de rêve à la montagne. Décoration rustique chic. Food truck gastronomique. Bar à cocktail. Écran LED géant avec les initiales des mariés. Je suis arrivée en avance, comme demandé. Robe imposée. Coiffure parfaite. Maquillage impeccable. Sourire poli. Tout était en place. Bianca était magnifique. Rien à dire. Mais ses yeux. Froids. Tendus. Distants. Comme si tout n'était qu'un test. Pendant les préparatifs, elle m'a à peine adressé la parole. Ne m'a pas incluse dans les discussions. Ne m'a pas regardée comme sa sœur de toujours. J'étais là, physiquement. C'est tout. Juste avant mon entrée à l'hôtel, elle m'a lancé un regard bref et m'a soufflé, sans émotion. J'espère qu'aujourd'hui, au moins, tu seras vraiment présente. Un venin silencieux, déguisé en sourire. Je n'ai pas répondu. J'ai marché. J'ai tenu mon bouquet. J'ai souri pour les photos. Et j'ai serré les dents. Mais le pire n'était pas encore arrivé. À la fête, après les discours, la danse et les photos, Bianca a pris le micro. A remercié tout le monde, en larmes. Puis elle a appelé, une à une, ses demoiselles d'honneur sur la scène. Louange. Éloge. Bisous. Jusqu'à moi. Elle a souri. Mais ses yeux brillaient d'autre chose. Et enfin, ma demoiselle la plus discrète. Des regards tournés vers moi. Celle qui est toujours très occupée, mais qui a quand même trouvé un créneau pour venir. Celle qui a trouvé notre liste de cadeaux un peu excessive, mais bon, paraît que l'amour, ça ne se mesure pas en argent, non. Rire gêné. Silence pesant. Puis, elle a ajouté. Merci d'être là, malgré tout. Même sans cadeau. Et là, devant tout le monde. Famille. Amis. Caméra. Serveur. DJ. Photographe. Elle m'a exposé. Et humilié. Et à cet instant précis, quelque chose en moi s'est brisé. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. Parce que ma réponse allait venir. Je n'étais plus heureuse. Depuis longtemps, déjà. J'étais là. Présente. Silencieuse. Résignée. Mais heureuse? Non. Chaque sourire forcé sur les photos me donnait envie de disparaître. Chaque toast, chaque blague, chaque compliment sur la perfection de cette journée me semblait creux. Tout sonnait faux. Comme si cette cérémonie n'était qu'un décor, une illusion de bonheur, montée pour impressionner. Et j'étais là, en arrière-plan, sans plus rien ressentir. Juste, vide. Mais ce qui allait se passer ensuite?
Jamais je n'aurais pu l'imaginer. La nuit était tombée, les invités étaient détendus, la lumière douce, la musique calme. Le DJ avait baissé le volume. Bianca monta sur scène, main dans la main avec Rodrigo. Elle portait ce sourire que je connaissais trop bien. Ce sourire qu'elle sortait toujours juste avant de se mettre au centre de l'attention. Elle prit le micro, fit une pause bien calculée, et lança. Tout le monde. Je sais que cette soirée est déjà magique. Mais il nous reste encore une dernière surprise. Les conversations se turent. Je sentis mon ventre se nouer. Nous avons reçu un cadeau, très spécial. Un cadeau auquel on n'aurait même pas osé rêver. Une pause. Encore. Son regard vers Rodrigo. Puis, à la foule. Une maison. Des cris. Des applaudissements. Des waouh et des mais c'est incroyable. Moi. Je restais figé. Comme si le monde avait ralenti autour de moi. Oui, une maison. Notre premier chez nous, un foyer pour construire notre avenir. Et le plus beau, c'est comment ce cadeau nous a été offert. Je savais. Je savais déjà ce qu'elle allait faire. Et pourtant, je ne voulais pas y croire. C'était une surprise organisée par mes merveilleuses demoiselles d'honneur. Elles ont toutes voté, en secret, pour désigner celle qui était la plus capable d'offrir un cadeau aussi symbolique. Et la personne choisie a été. Elle tourna la tête, plongea son regard dans le mien, et dit. Notre fabuleuse, brillante, et généreuse marraine millionnaire. Silence total. Le genre de silence qui te glace jusqu'à l'os. Tous les regards se sont braqués sur moi. Certains ont applaudi. D'autres ont sorti leur téléphone pour filmer. Moi, je me suis figée. Elle continua. On peut tous la remercier pour ce geste extraordinaire. Grâce à elle, nous avons notre maison. Certains invités me félicitaient, me tapotaient l'épaule. Waouh, quel cadeau! C'est trop beau ce que tu as fait. Elle a vraiment tout pour elle. Mais moi, je ne respirais plus. Je bouillonnais. Alors je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la scène. Et j'ai pris le micro. Calmement. Froidement. Et j'ai dit. Je n'ai offert aucune maison. Le silence fut total. Rodrigo fronça les sourcils. Bianca écarquilla les yeux. Personne ne m'a demandé. Personne ne m'a consulté. Personne ne m'a prévenu. Et je trouve ça profondément irrespectueux de faire croire à tout le monde que, parce que j'ai de l'argent, je dois financer la vie des autres. Elle essaya de rire, nerveusement. Mais enfin, c'était symbolique, c'était juste une façon de te remercier. Symbolique? Une maison, c'est symbolique? Je ne suis la mère de personne ici. Si vous voulez une maison, vous la gagnez. Comme je l'ai fait. Avec des nuits sans dormir. Des années de sacrifice. Je ne suis pas un compte bancaire. Je suis une personne. Et si tu m'avais un tant soit peu respecté, tu le saurais. Le malaise dans la salle était palpable. Certains détournaient les yeux. D'autres filmaient. Je voyais les caméras de téléphone levées. Bianca m'arracha le micro des mains. Tu sais quoi? Tu es pathétique. Égocentrique. Tu te crois meilleur que tout le monde. Tu vis dans ta bulle de réussite, mais tu ne connais rien à l'amitié. Rien au cœur. Rien à la vraie vie. Elle se tourna vers les invités. Qu'elle s'en aille. Maintenant. Dehors. Tu n'es plus la bienvenue ici. Tu veux te croire au-dessus de tout? Parfait. Va-t'en avec ton mépris et ton fric. Je n'ai pas répondu. Pas un mot. Je l'ai regardé une dernière fois. Puis j'ai tourné les talons. Je suis sortie. Digne. Silencieuse. Dehors, l'air était plus léger. Pas à cause de la nuit. Mais parce que je venais de quitter, enfin, le mensonge. Dans la voiture, en rentrant, mes mains tremblaient. Mais pas de honte. De rage. De vérité. De libération. Et de promesse. Parce que moi, je ne fais pas de scène.
Je ne crie pas. Je ne réponds pas à l'humiliation par l'humiliation. Mais quand je réponds, c'est inoubliable. Et elle allait le découvrir. Très bientôt. Je pensais que tout s'arrêterait là. Que cette humiliation publique, cette mise en scène calculée devant tout le monde, serait le dernier chapitre d'une amitié qui, en réalité, était morte depuis longtemps. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Pas quand les téléphones filment. Pas quand les réseaux sociaux se nourrissent d'histoires réelles, remplies d'orgueil, de trahison et de vengeance en devenir. Le lendemain du mariage, je me suis réveillée avec des dizaines de messages. Certains d'amis d'enfance qui avaient vu les vidéos, d'autres de numéros inconnus. Ce qui avait commencé comme quelques mots de soutien s'est transformé en véritable tempête. Sur TikTok, une vidéo du moment exact où Bianca me met dehors dépassait déjà les 400 000 vues avant même midi. Le titre ? Une mariée expulse sa témoin millionnaire pour ne pas lui avoir offert une maison. Les commentaires ? Une mer de colère. Une maison ? Elle est sérieuse, on appelle ça de l'amitié ? Moi j'appelle ça du chantage affectif, la témoin a été trop classe, j'aurais retourné le micro sur la table, elle ne voulait pas une amie, elle voulait une carte bancaire. Sur Instagram, des captures d'écran du groupe WhatsApp des demoiselles d'honneur ont commencé à circuler. Quelqu'un, et je ne sais toujours pas qui, avait fait fuiter les messages où Bianca nous mettait la pression, où elle utilisait des remarques passives-agressives, et où elle disait clairement que j'avais l'obligation morale d'offrir plus que les autres. Les gens ont tout vu. Et ils ont pris parti. En moins de 48 heures, je n'étais plus la témoin qui refusait un cadeau hors de prix. J'étais devenue un symbole. De limite. D'amour-propre. De stop à la pression sur les femmes qui réussissent. Et Bianca ? Elle est devenue un mème. Moi au mariage de ma pote en train d'attendre ma PS5 offerte par elle, Bianca, si tu veux un canapé, va t'asseoir à la vérité. Elle était taguée partout. Elle avait perdu le contrôle. Le 3e jour après le mariage, elle m'a écrit. Le message était froid, cinglant, rempli de reproches à peine voilés. Merci d'avoir transformé mon mariage en cirque. J'espère que ton image de femme forte et parfaite te sert bien. Je n'aurais jamais pensé que Théoï tu me trahirais comme ça. J'ai lu. J'ai respiré. Et j'ai répondu calmement, je n'ai fait que dire la vérité. Ce que tu m'as fait, devant tout le monde, ça ne se fait pas. Encore moins à quelqu'un que tu disais être ton ami d'enfance. Alors s'il te plaît, Bianca, oublie-moi. Pour de bon. Elle n'a pas répondu. Et pendant des mois, rien. Le silence. Je me suis concentrée sur ma vie. J'ai voyagé. J'ai investi. J'ai donné des conférences. J'ai été invitée sur des podcasts, dans des articles, pour parler de limites saines, d'amitié toxique, de pression sociale. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais en paix. Jusqu'à ce qu'il réapparaisse. Rodrigo. Son mari. Son message est arrivé discrètement. Une demande sur Instagram. Compte privé. Plus aucune photo de mariage. Juste un message court, salut. Je ne sais pas si je devrais faire ça, mais je voulais m'excuser. Tout ce qui s'est passé, c'est allé trop loin. Je n'ai jamais été à l'aise avec la manière dont elle t'a traité. J'espère que tu vas bien. J'ai fixé l'écran quelques minutes. J'ai hésité à supprimer. À bloquer. À ignorer. Mais quelque chose en moi, cette part de moi qui n'oublie jamais, a cliqué sur accepter. J'ai répondu quelques jours plus tard. Bref. Je vais bien. Et oui, c'est allé trop loin. Il a continué à écrire. On a commencé à parler. Prudemment. Il m'a confié que Bianca allait mal. Qu'elle était obsédée par son image. Que leur mariage n'avait rien à voir avec ce qu'on voyait en ligne. Que derrière les stories parfaites, il n'y avait que contrôle, dispute et faux-semblants. Et c'est là que je l'ai vu. La faille. La brèche. L'opportunité. Pas pour me réconcilier. Mais pour quelque chose de beaucoup plus grand. La justice. J'ai continué à répondre. Toujours poli. Détaché. Empathique, mais jamais trop.
Il a commencé à se confier davantage. À parler de la façon dont elle le contrôlait, de ses crises, de ses manipulations. Elle surveille tout. Tes publications, les gens qui te soutiennent, elle enrage. Elle raconte que tu as toujours été jalouse d'elle, mais moi je ne la crois plus. Chaque message révélait un peu plus. Comment elle traitait le personnel. Comment elle mentait à ses amis. Comment elle manipulait sa propre belle-mère. Et moi, j'écoutais. Je retenais. Je prenais note. Parce que je ne voulais pas seulement m'éloigner. Je voulais qu'elle ressente ce qu'elle m'avait fait ressentir. Pas avec des cris. Pas avec un scandale. Mais avec des conséquences. Et Rodrigo. Rodrigo me donnait tout. Les mots. Les preuves. Les détails. Mais le plan prenait encore forme. Elle m'avait humiliée devant 200 personnes. Elle m'avait piétinée sans pitié. Elle pensait m'avoir rayée. Maintenant, c'était mon tour. Et quand le moment viendrait, elle comprendrait qu'il y a des gens qui s'éloignent en silence, et d'autres qui reviennent. Plus forte. Et prête à tout. Une nuit, après un nouvel échange de messages avec Rodrigo, une idée m'est venue. Jusqu'à ce moment-là, j'écoutais, j'encaissais. Ses plaintes, ses révélations, ses prétendus aveux. Il paraissait sincère, fragile, brisé. Mais quelque chose clochait. Il répétait que Bianca était contrôlante, qu'il n'en pouvait plus, que leur mariage n'existait plus que sur Instagram. Pourtant, il restait avec elle. Et surtout, il se rapprochait de moi, doucement, subtilement, mais clairement. Ses messages devenaient plus personnels, plus suggestifs. Et tu es différente, elle ne t'arrive pas à la cheville, si seulement je t'avais rencontré plus tôt, je ne suis pas naïve. J'ai vite compris, leur mariage n'était pas si désastreux que ça. Il voulait juste jouer avec moi. Me séduire. Me placer comme l'option parfaite, la femme qu'il méritait vraiment. Et là, j'ai vu l'occasion. Pas seulement de me venger de Bianca pour l'humiliation publique, mais de la forcer à voir la vérité. Pas par mes mots, mais par ses propres yeux. Et surtout, à cause des actes de son propre mari. Alors j'ai continué à discuter. Poli, neutre, disponible. Je l'ai laissé parler. Il a pris confiance. Très vite, il est devenu direct. Il me complimentait, me disait que j'étais belle, qu'il pensait à moi. Jusqu'au jour où il a proposé, on pourrait se voir. Juste parler. Discrètement. Je suis restée calme. J'ai dit pourquoi pas, mais dans un endroit tranquille. Il a répondu sans hésiter, Y à un motel discret près du centre. Je peux y être vers 18h. J'ai fait des captures d'écran. De tout. Avec date, heure, chaque mot. Même les messages précédents, où il disait que son mariage était une façade, que Bianca était folle, possessive, ingérable. J'ai ouvert un mail anonyme. Destinataire, Bianca. Objet, tu mérites de savoir avec qui tu vis. Corps du message, il a rendez-vous avec une autre ce soir, à 18h, au motel Onyx. Libre à toi de vérifier. J'ai joint les captures. Et signé, quelqu'un qui sait ce que c'est d'être trahi. J'y suis allé en avance. Casquette, lunettes de soleil, manteau ample. Je me suis garé discrètement en face, dans une station-service. J'ai installé mon téléphone, caméra prête, posée, stable. À 17h57, elle est arrivée. Seule. Visage fermé. Téléphone à la main. Elle est entrée d'un pas ferme. Elle avait lu le message. Elle savait. Et elle venait pour affronter. À 18h03, Rodrigo est arrivé. Détendu, chemise ajustée, sourire de gamin en manque d'aventure. Il est entré, confiant. Et là, il l'a vue. Bianca, debout dans le couloir. Bras croisés. Regard fixe. Il s'est figé. Elle, non. Elle a explosé. Elle l'a poussé, insulté, crié à plein poumon. Elle lui a montré le téléphone. Tu pensais que je le saurais pas? Tu pensais que j'étais quoi, une idiote? Tu me trahis, et avec elle?
Lui bafouillait, tentait d'expliquer, mais elle ne le laissait pas en placer une. Les employés observaient, choqués, sans intervenir. J'ai tout filmé. Chaque seconde. L'image, le son, tout. Et le soir même, j'ai posté la vidéo. Compte anonyme. Titre, du mariage parfait, au motel de la vérité. En quelques heures, ça a explosé. Les internautes l'ont reconnu. Les commentaires pleuvaient. C'est pas la même que la vidéo de la maison, et ben maintenant, elle a un endroit où pleurer, Rodrigo, champion du foutage de gueule, Bianca, le karma t'a retrouvé. Moins de 24 heures plus tard, elle avait supprimé tous ses réseaux. Lui aussi. Mais c'était trop tard. L'histoire avait pris vie. Les gens l'avaient vu. Le divorce a été immédiat. Aucun partage des biens. Elle a été mise dehors de la maison des parents de Rodrigo, humiliée, traitée de folle par les voisins. Et ses copines? Disparues. Plus personne ne voulait être associé à elle. Elle s'est retrouvée seule. Sans mari. Sans amis. Sans réputation. Et surtout, sans moyen d'effacer ce qu'elle-même avait déclenché. Car Internet n'oublie pas. Je ne leur ai jamais reparlé. Je n'en ai pas eu besoin. J'ai juste gardé la vidéo originale. Pas pour me venger à nouveau. Mais pour me rappeler que la vraie justice n'a pas besoin de cris. Juste de patience. De stratégie. Et d'un peu de vérité. Bianca m'a exposé devant tous. Moi, je n'ai fait qu'allumer la lumière. Et tout le monde a vu qui elle était vraiment. Des mois ont passé. La tempête s'est calmée. Les vidéos ont cessé de circuler. Les réseaux sociaux sont passés à autre chose, comme toujours. Mais moi, je suis restée en paix. Pas parce que je m'étais vengée, mais parce que j'avais enfin fermé une porte que j'aurais dû claquer bien plus tôt. La vérité, c'est que cette amitié était morte depuis longtemps. Ce qu'il restait n'était qu'une suite d'attentes déplacées, d'envies déguisées, de manipulations déguisées en complicité. Et quand j'ai laissé tout ça derrière moi, j'ai retrouvé la légèreté. La vraie. Je suis retournée à ma vie. À mes projets. À mes journées sans obligation de prouver quoi que ce soit à personne. Et puis, un jour, elle est revenue. Bianca. Seule. Sans maquillage. Sans le regard prétentieux. Elle m'a envoyé un message. Simple. Je ne veux rien. Je veux juste te parler. J'ai failli ignorer. Mais j'ai accepté. On s'est donné rendez-vous dans un petit café discret, à l'abri des regards. Lorsqu'elle est arrivée, j'ai à peine reconnu celle qu'elle avait été. Elle semblait éteinte. Fragile. Fatiguée. Elle s'est assise face à moi, et sans même me regarder dans les yeux, elle a murmuré, « Je voulais te demander pardon. » Je n'ai rien dit. Elle a continué. Pour tout. Pour ce que je t'ai fait, ce que j'ai dit, pour comment je t'ai traité. J'ai perdu le contrôle. Je croyais que tu me devais quelque chose, simplement parce qu'on était amis depuis toujours. Je me suis plantée. Et j'ai tout gâché. Je t'ai perdu. J'ai perdu mon mariage. J'ai tout perdu. Les gens se sont éloignés. Et je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Je voulais juste que tu saches que je suis désolée. Elle ne savait pas. Elle n'avait aucune idée que c'était moi qui avais orchestré la scène du motel. Que c'était moi l'expéditrice anonyme. Que c'était moi qui avais filmé, posté, et mis à nu sa belle façade. À ses yeux, j'étais simplement la fille humiliée qui avait préféré disparaître. Et j'ai laissé cette version vivre. Parce que parfois, le silence est la plus juste des réponses. J'ai inspiré profondément. Et j'ai dit calmement, Bianca, ce que tu m'as fait ce jour-là n'était pas juste une erreur. C'était de la cruauté. Tu m'as exposée, humiliée, utilisée. Comme si ma présence n'avait de valeur que si elle venait accompagnée d'un cadeau hors de prix. Tu m'as traitée comme une solution, pas comme une amie. Et ça ne s'oublie pas. Elle a baissé la tête, émue. Mais je n'avais pas fini. Tu as confondu l'amitié avec l'intérêt. Et quand tu as vu que je n'allais pas t'offrir ta vie sur un plateau, tu m'as jeté.
Mais la vie t'a renvoyé à toi-même. Tout ce que tu avais bâti sur l'image, la façade, l'illusion, s'est effondré. Et ça, ce n'est la faute de personne sauf la tienne. Elle a voulu répondre, mais je l'ai arrêtée. Et tu n'as pas tout perdu parce que le monde est injuste. Tu as tout perdu parce que tu as été cupide, arrogante, égoïste. Et aujourd'hui, tu veux peut-être réparer. Mais moi, je n'ai plus rien à t'offrir. Pas même une deuxième chance. Les larmes coulaient sur ses joues. Mais je n'ai rien ressenti. Ni haine. Ni plaisir. Juste une certitude, j'avais mis la dernière pièce du puzzle. Je me suis levée, j'ai pris mon sac, et j'ai conclu doucement, je ne veux plus d'une amie qui me voit comme un compte en banque. Je veux la paix. Et je l'ai trouvée, le jour où tu es sorti de ma vie. Tu n'as jamais su être une amie. Maintenant, il va falloir que tu apprennes à être une adulte. Adieu, Bianca. Je suis sortie sans me retourner. Je ne lui ai plus jamais parlé. Et elle ne saura jamais que c'était moi, depuis le début, qui avait fait exploser son château de verre. Mais ça, ce n'est plus mon problème. Parce que c'est ainsi que j'ai mis fin à une amitié d'enfance. Pas par rancune. Par survie. Pour me protéger de sa cupidité, de ses mensonges, et de tout ce qu'elle avait choisi de devenir.